Dans une salle d'audience fédérale bondée, une femme en fauteuil roulant reste immobile tandis que le juge fixe son insigne en forme d'étoile argentée avec un mépris non dissimulé. Enlevez-le, exige-t-il d'une voix empreinte de dédain. Les spectateurs s'agitent, mal à l'aise, tandis qu'elle s'exécute et pose sa médaille sur le pupitre. Le juge sourit, satisfait de l'avoir humilié publiquement. Mais ce qui se passe ensuite va réduire au silence toutes les personnes présentes dans la salle. Personne ne savait qui elle était vraiment jusqu'à ce moment-là. Personne ne s'attendait au document qui allait mettre fin à sa carrière en quelques secondes. Depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si vous aimez les histoires où justice est faite, pensez à vous abonner pour découvrir chaque semaine d'autres récits vrais incroyables. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur les marches en granit du tribunal fédéral de Norfolk tandis que River Kingsley guidait son fauteuil roulant vers l'entrée. Ses mouvements étaient précis, économes, empreints de l'efficacité indéniable de quelqu'un qui a appris à ne gaspiller aucun geste. L'air d'octobre était empreint d'une fraîcheur automnale mêlée à l'odeur caractéristique du sel provenant du port situé à 3 pâtés de maison. Cette odeur déclencha quelque chose de viscéral dans sa mémoire. Des flashs d'autres codes, d'autres missions dans des pays lointains où l'océan avait été témoin de choses qui n'apparaîtraient jamais dans les rapports officiels. Elle refoula ces images, les compartimentant avec la discipline qui lui avait été inculquée au cours de ses années de service. Aujourd'hui, elle avait besoin d'une concentration différente. Le dossier en papier craft posé en équilibre sur ses genoux contenait 3 années d'enquête, des spécifications techniques, des résultats d'essais sur le terrain et le type de documentation susceptible de démanteler un fournisseur de matériel militaire pesant 1 milliard de dollars. Meridian Defense avait rogné sur les coûts des gilets pare-balles tactiques, vendant des équipements à des unités d'opération spéciales qui ne pouvaient pas arrêter les balles pour lesquelles ils étaient conçus. Les gilets avaient échoué lors d'opérations réelles. Des hommes étaient morts important d'un équipement qui aurait dû les sauver. River le savait, car elle était présente lorsque cela s'était produit. Alors qu'elle franchissait l'entrée accessible aux personnes à mobilité réduite, un jeune homme vêtu d'un costume mal ajusté s'approcha d'elle avec une expression anxieuse qui lui indiqua immédiatement qu'il était novice dans les affaires de cette ampleur. Jackson Whitley, procureur adjoint. Il se présenta en lui tendant une main qui tremblait légèrement. « Merci d'avoir fait le déplacement, commandant. Votre témoignage est crucial pour notre affaire. » River lui serra fermement la main, remarquant la sueur sur sa paume malgré la fraîcheur du matin. « À quel point est-il crucial? » demanda-t-elle d'un ton neutre. Whitley jeta un coup d'œil autour de lui dans le hall avant de se pencher vers elle. Meridian a engagé des associés américains, 3 anciens procureurs fédéraux et dispose de ressources illimitées. Le juge Blackwood est réputé pour être favorable aux entrepreneurs de la défense, en particulier dans les affaires liées au marché public militaire. Certains diront même trop favorable. L'expression de River resta impassible. J'ai lu l'historique des affaires du juge Blackwood. Je sais à quoi nous avons affaire. L'ascenseur les emmena au 3e étage, où le couloir devant la salle d'audience NR3 ressemblait à un cirque médiatique. Les équipes de télévision se disputaient des places avec les journalistes de la presse écrite, tandis que des groupes de personnes en costumes coûteux discutaient à voix basse avec urgence. River reconnut les lobbyistes de l'industrie de la défense à leurs chaussures cirées et à leurs expressions soigneusement neutres. Parmi eux se trouvaient des militaires, certains en uniforme, d'autres en civil, mais tous avec cette prestance particulière que les militaires ne perdent jamais tout à fait. Whitley la guida à travers la foule jusqu'à un coin tranquille près de la table de l'accusation. La salle d'audience se remplissait déjà rapidement. River se plaça près de l'avant, ajustant une dernière fois le dossier sur ses genoux. Elle portait une veste de costume gris anthracite sur un chemisier blanc. Professionnelle et discrète, le tissu dissimulait la plupart des cicatrices le long de son cou et de son épaule gauche, les vestiges des blessures qui avaient mis fin à sa carrière opérationnelle. Sur son revers, à peine visible à moins de la chercher, se trouvait une petite broche en forme d'étoile argentée. Elle n'attirait jamais l'attention dessus, ne l'expliquait jamais, mais elle la portait toujours comme un rappel discret du jour où tout avait changé. Le greffier fit retentir sa voix d'une voix forte. « Levez-vous tous. L'honorable juge Ellery Blackwood préside. » La salle d'audience se leva d'un seul bloc. Tout le monde sauf River, dont le fauteuil roulant l'empêchait de se lever.
Le juge Blackwood entra par la porte latérale, sa robe noire flottant derrière lui comme des ailes sombres. C'était un homme qui comprenait le théâtre de la salle d'audience, grand et imposant, avec des cheveux argentés, coiffés en arrière, et un visage patricien qui semblait sculpté dans le marbre. Ses yeux, d'un bleu pâle et froid, balayèrent l'assemblée avec le regard évaluateur d'un homme habitué à exercer une autorité absolue dans son domaine. Pendant un instant, son regard s'attarda sur River dans son fauteuil roulant. Quelque chose passa sur son visage, trop rapidement pour être identifié, avant que son expression ne redevienne neutre. Il s'installa dans son fauteuil avec une dignité délibérée. « Asseyez-vous ». La procédure préliminaire se déroula avec l'efficacité mécanique d'un rituel juridique. Les accusations furent lues d'une voix monotone par le greffier, tandis que River observait les personnes autour d'elle. À la table de la défense était assis Thaddeus Merrick, avocat légendaire réputé pour détruire les témoins lors des contre-interrogatoires. Avec sa chevelure blanche et son allure aristocratique, il semblait tout droit sorti d'un drame judiciaire, et ses épaules assurées suggéraient un homme qui avait rarement connu la défaite. Dans son exposé introductif, il a dépeint Meridian Defense comme une entreprise américaine patriotique persécutée par des bureaucrates gouvernementaux qui ne comprenaient pas les complexités de la guerre moderne. Il a évoqué la fière histoire de l'entreprise, ses innovations qui avaient sauvé d'innombrables vies, et a qualifié la procédure en cours de chasse aux sorcières motivée par des considérations politiques plutôt que par des faits. Lorsque Whitley a appelé River Kingsley à la barre, elle a senti le changement d'attention dans la salle comme un poids physique. Le huissier s'est approché pour l'aider, mais elle lui a fait signe de s'éloigner d'un geste poli et s'est dirigée avec aisance vers la barre des témoins. Une petite rampe avait été installée pour faciliter l'accès et elle s'est positionnée avec précision, ajustant le microphone avec des mouvements économiques. Veuillez décliner votre nom et votre profession pour le procès-verbal, a demandé le greffier d'un ton neutre. River Kingsley, je travaille comme consultante indépendante en sécurité, spécialisée dans l'évaluation et l'analyse d'équipements militaires. Avant qu'elle n'ait pu continuer, Merrick se leva. Votre honneur, la défense souhaite contester les qualifications de ce témoin pour témoigner en tant qu'expert dans cette affaire. Le juge Blackwood acquiesça. Procédez, maître. Ce qui suivit ressemblait à une attaque soigneusement orchestrée. Chaque fois que le procureur Whitley tentait d'établir l'expertise de River, Merrick s'y opposait pour des raisons techniques, et le juge Blackwood soutenait l'objection avec une impatience croissante. Le schéma devint clair. Il ne remettait pas seulement en question ses qualifications. Il démantelait systématiquement sa crédibilité avant même qu'elle ne puisse commencer son témoignage. « Mademoiselle Kingsley, dit Merrick, d'une voix juste assez condescendante pour être insultante sans être ouvertement irrespectueuse. Qu'est-ce qui vous qualifie exactement pour évaluer des équipements conçus pour et utilisés par les forces spéciales les plus élitistes de notre nation? J'ai une expérience opérationnelle directe avec les équipements en question, répondit River, gardant une voix calme et professionnelle. Une expérience opérationnelle directe, répéta Merrick en se tournant vers le jury avec un scepticisme théâtral. En tant que quoi exactement? Inspectrice du contrôle qualité en usine. De légers rires parcoururent le côté défense de la galerie. River garda son sang-froid, refusant de se laisser provoquer dans des conditions de combat. Le juge Blackwood se pencha en avant, l'interrompant avant qu'elle ne puisse développer. « Mademoiselle Kingsley, vous vous présentez comme une personne ayant une expertise militaire, mais vous comparaissez devant ce tribunal en tant que consultante civile. Le procureur s'oppose à cette caractérisation, mais Blackwood le fait taire d'un geste sec. Whitley tente à nouveau. Votre honneur, les qualifications complètes de Mademoiselle Kingsley sont soumises à des restrictions de classification. Nous avons fourni à la Cour une déclaration sous serment scellée. River intervient avec aisance. Je suis autorisé à discuter des performances et des spécifications techniques de l'équipement. L'ensemble de mon expérience opérationnelle reste classifié. Les yeux de Blackwood se plissent dangereusement. Cette cour ne fonctionne pas dans l'ombre, Mademoiselle Kingsley. La défense a tout à fait le droit d'examiner vos qualifications si vous tentez de vous présenter comme une autorité en matière militaire. Merrick saisit l'occasion comme un prédateur repérant une proie blessée. En effet, votre honneur, si le témoin ne peut ou ne veut pas vérifier ses références, alors ses opinions n'ont pas plus de poids que celles de n'importe quel observateur civil spéculant sur des questions qui dépassent son expertise.
Alors que l'interrogatoire hostile se poursuivait, River remarqua une silhouette entrant dans la salle par la porte arrière. L'amiral Wesley Harrove, dans son uniforme de marine reconnaissable entre tous, y vint à distance. Leurs regards se croisèrent pendant une fraction de seconde et il lui adressa un léger signe de tête en guise de salutation. Sa présence ici n'était pas fortuite, mais River reporta son attention sur le contre-interrogatoire de plus en plus agressif de Merrick. Parlons des détails, mademoiselle Kingsley, insista Merrick en s'approchant du banc des témoins, utilisant une technique d'intimidation classique. Avez-vous personnellement utilisé le gilet tactique T-57 lors d'opérations de combat réelles? Oui. Et vous affirmez que cet équipement ne répondait pas à ses spécifications? Je n'affirme rien, répondit River d'un ton calme. Les spécifications indiquent qu'il devrait arrêter les balles de fusil standard. Il n'y est pas parvenu lors d'une opération qui a fait 3 morts. De quelle opération s'agit-il? River hésita, jetant un coup d'œil vers Whitley, dont l'expression incertaine suggérait qu'il ne savait pas comment naviguer entre les limites de classification auxquelles il s'approchait. C'est alors que l'attention du juge Blackwood s'est soudainement portée sur toute autre chose. Conseil, approchez-vous du banc, ordonna Blackwood d'un ton sec. Merrick et Whitley s'avancèrent pour une discussion à voix basse, leur voix se réduisant à des chuchotements urgents. Bien qu'ils parlaient doucement, River pouvait lire leur langage corporel aussi facilement que du texte. La posture de Blackwood avait changé, devenant rigide et hostile, et son doigt la pointait directement pendant plusieurs échanges animés. La discussion a duré moins de 2 minutes. Mais lorsque les avocats ont repris leur place, l'expression de Blackwood s'était transformée en quelque chose de froid et de méprisant. Il s'est penché en avant, s'adressant directement à River, sa voix s'élevant pour porter dans la salle d'audience soudainement silencieuse. Mademoiselle Kingsley, savez-vous que le fait de vous présenter faussement comme une ancienne combattante décorée est un délit fédéral passible d'une peine d'emprisonnement? La question a eu l'effet d'un coup physique. Les conversations se sont arrêtées au milieu d'une phrase. Les spectateurs qui consultaient leur téléphone ou chuchotaient à leurs voisins se concentrèrent soudainement sur la barre des témoins. River garda une expression neutre malgré l'accusation publique. « Je ne me présente pas faussement, votre honneur », répondit-elle avec une précision minutieuse. « Alors peut-être pouvez-vous expliquer cette épingle que vous portez à votre revers », continua Blackwood, ne cachant plus son scepticisme. « Elle m'a été décernée, monsieur. » Des rires éclatèrent à la table de la défense, se propageant rapidement dans leur section de la galerie. Même le juge Blackwood esquissa un sourire qui traduisait à la fois l'incrédulité et la satisfaction. « Mademoiselle Kingsley », dit-il en prononçant son nom avec une moquerie à peine voilée. « J'ai présidé de nombreuses affaires impliquant des membres de notre communauté des opérations spéciales. Je connais leur calibre. Je comprends ce que représente la Silver Star et ce qu'il faut pour la mériter, » dit-il en marquant une pause pour plus d'effet. Je vous suggère fortement de retirer immédiatement cette épingle avant que je ne vous condamne pour outrage à la cour. Whitley se leva d'un bond. Votre honneur, c'est tout à fait inapproprié et préjudiciable. Les décorations du témoin ne le sont pas. Asseyez-vous, maître, dit Blackwood d'une voix tranchante comme une lame. Cette cour ne se transformera pas en théâtre pour des héros volés. Je ne tolérerai pas que des héros militaires soient déshonorés par des fraudeurs en quête d'attention. Les chuchotements dans la salle d'audience s'intensifièrent. Certains spectateurs détournaient leur regard, mal à l'aise, tandis que d'autres observaient ouvertement l'humiliation qui se déroulait sous leurs yeux. Avec des mouvements lents et délibérés, ne trahissant en rien la colère ou la honte qu'elle pouvait ressentir, River tendit la main et détacha l'étoile d'argent de son revers. Elle la posa sur la surface en bois de la barre des témoins, où elle brillait sous les lumières de la salle d'audience. Le petit bruit du métal touchant le bois semblait amplifié dans le silence tendu. Blackwood acquiesça avec une satisfaction évidente. Maintenant, compte tenu de vos limites évidentes, tant physiques que professionnelles, discutons de ce que vous savez réellement plutôt que de ce que vous prétendez savoir. À partir de là, l'interrogatoire se détériora rapidement. Encouragé par l'hostilité ouverte du juge, Merrick se sentait désormais libre de remettre en question la capacité d'une personne dans son état à évaluer un équipement conçu pour des guerriers opérant à leur capacité physique maximale. Chaque fois que River tentait d'apporter des réponses substantielles,
Blackwood trouvait des raisons de limiter ses réponses ou de réorienter l'interrogatoire. Dans la tribune, l'expression de l'amiral Hargrove s'assombrissait de minute en minute. Il sortit son téléphone, passa un bref appel silencieux, puis sortit un dossier scellé de sa maillette avec des gestes qui suggéraient qu'il s'était préparé précisément pour ce moment. Mademoiselle Kingsley, poursuivit Merrick, qui s'amusait manifestement beaucoup. N'est-il pas vrai que votre cabinet de conseil a reçu des paiements substantiels de la part d'entreprises qui sont en concurrence directe avec Meridian Defense? Non, c'est tout à fait inexact, commença River. Alors peut-être pouvez-vous expliquer votre honneur, interrompit une voix autoritaire depuis la tribune. L'amiral Hargrove se leva, son uniforme décoré attirant immédiatement tous les regards dans la salle d'audience. Je demande la permission de m'approcher en tant qu'officier de la marine américaine avec des informations pertinentes pour cette procédure. Blackwood, visiblement surpris par cette interruption, hésita avant de répondre par un signe de tête. Approchez. Hargrove s'avança avec une précision militaire, ses chaussures claquant rythmiquement sur le sol ciré. Il présenta ses lettres de créance au huissier, qui les examina avant de les remettre à Blackwood avec le dossier scellé que Hargrove avait récupéré. Ce témoin a témoigné dans le cadre d'un accord de divulgation limité, déclara fermement Hargrove. En raison de la nature extraordinaire et inappropriée des questions qui lui ont été posées, je suis désormais autorisé à divulguer l'intégralité de son dossier militaire. Le visage de Blackwood exprima d'abord la surprise, puis quelque chose qui ressemblait fortement à de l'appréhension. Il accepta le dossier avec une réticence visible, ses doigts brisant le sceau du document classifié avec des mouvements qui semblaient soudainement moins assurés. Alors que le juge commençait à lire, River observa une transformation remarquable. Son teint rose et confiant devint cendré et gris. Ses yeux parcoururent rapidement les pages, s'écarquillant progressivement à chaque paragraphe. Hargrove se tint au garde-à-vous, attendant patiemment que Blackwood assimile ces informations clairement dévastatrices. « Votre honneur » osa Whitley, après un silence qui s'éternisait de manière inconfortable. « La Cour peut-elle être informée du contenu des documents? » Blackwood leva lentement les yeux, croisant pour la première fois le regard de River, avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Ce n'était plus du mépris, mais de la reconnaissance et l'horreur naissante d'une terrible prise de conscience. L'amiral Hargrove s'éclaircit la gorge. « Avec votre permission, monsieur le juge, je vais résumer pour le procès-verbal. » Blackwood semblait incapable de parler, son silence servant de consentement tacite. Le capitaine de corvette River Kingsley a servi pendant 11 ans au sein du groupe de développement des opérations spéciales navales, annonça Hargrove d'une voix empreinte d'une autorité absolue. Elle a participé à 3 déploiements de combat et a personnellement dirigé 27 opérations d'extraction de cibles de grande valeur. Elle a reçu la Silver Star pour son courage, 2 Bronze Stars avec distinction pour bravoure et la Purple Heart. Le murmure qui parcourut la salle d'audience traduisait à la fois le choc et l'incrédulité. Hargrove poursuivit sans s'arrêter. Le commandant Kingsley a subi des blessures catastrophiques lors de l'opération Kingfisher il y a 3 ans. Alors qu'elle extrayait 16 otages sous un feu nourri, elle a reçu plusieurs blessures par balle, dont un traumatisme spinal, qui ont entraîné une paralysie permanente des membres inférieurs. Il se tourna délibérément vers le juge Blackwood. L'un des 16 otages qu'elle a sauvés ce jour-là était le sous-lieutenant Marcus Blackwood, votre neveu, monsieur le juge. Le gaz résonna dans la salle d'audience comme une vague physique. Le visage du juge Blackwood était passé du gris au presque blanc, ses mains tremblaient visiblement tandis qu'elle serrait le dossier. Il ouvrit la bouche à 2 reprises, mais aucun mot ne sortit. Le lieutenant-commandant Kingsley a dirigé l'équipe qui a sorti votre neveu et 15 autres personnes d'un complexe insurgé après que leur convoi ait été pris en embuscade. Hargrove poursuivit sans relâche. Elle a personnellement fourni un tir de couverture malgré des blessures qui auraient dû être mortelles. Elle a refusé d'être évacuée tant que tous les otages n'étaient pas en sécurité. La salle d'audience s'était transformée. Là où, quelques instants auparavant, régnaient la moquerie et le mépris, il y avait maintenant un silence absolu et stupéfait. Mais Hargrove n'avait pas fini. Il a sorti un autre document du dossier. Celui-ci a été déclassifié il y a 30 minutes sur ordre direct du secrétaire à la marine. Il l'a remis au greffier. Il s'agissait des communications entre le juge Ellery Blackwood et les dirigeants de Meridian Defense sur une période de 8 mois.
Ces communications portaient spécifiquement sur des stratégies visant à discréditer les témoins potentiels susceptibles de faire référence à l'opération Kingfisher. Whitley parcourut le document, son visage passant de la confusion à la stupéfaction, puis à une fureur à peine contenue. Votre honneur, je demande immédiatement l'annulation du procès pour faute professionnelle et preuve de complot. Le marteau de Blackwood retentit. La cour est suspendue. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, interrompit Hargrove, le juge en chef a été informé et est actuellement en route pour prendre le contrôle de cette procédure, comme si tout avait été chorégraphié. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et le juge en chef Corwin entra, son expression grave ne laissant aucun doute sur la gravité de la situation. Juge Blackwood, dit Corwin calmement, nous devons nous entretenir immédiatement dans le bureau du juge. Alors que Blackwood était escorté hors de la salle, son regard croisa une dernière fois fut celui de River. Elle y vit non seulement de la peur, mais aussi le poids écrasant de la reconnaissance. Il avait enfin compris qui elle était et ce qu'elle avait sacrifié pour sa famille. La salle d'audience explosa au moment où il disparut. Mais River resta immobile, le visage impassible. Elle se pencha en avant, ramassa son étoile d'argent et la fixa à son revers d'une main ferme. Alors qu'elle tournait son fauteuil roulant vers la sortie, quelque chose de remarquable se produisit. Un officier de la marine assis au premier rang se mit au garde à vous, puis un autre. En quelques secondes, toutes les personnes en uniforme présentes dans la salle d'audience se levèrent et levèrent la main en signe de salut silencieux. River passa devant eux, la tête haute, laissant derrière elle un juge disgracié et une entreprise corrompue sur le point d'être traduite en justice. Sa mission n'était pas terminée, mais une bataille cruciale avait été